Paris, dimanche 27 juillet 1214. Au son des cloches de la cathédrale Notre-Dame, la foule parisienne assiste au sacre de Conrad IV le Grand à la tête de l'État le plus puissant d'Europe, le nouvel empire romain germanique. 4 siècles plus tôt, le terrible sac de Paris a ouvert le royaume aux Vikings et précipité l'éclatement de l'empire des Francs. Profitant du chaos, les rois germaniques ont conquis les anciens territoires francs les uns après les autres, des Alpes à l'Atlantique. Aujourd'hui, Conrad IV achève l'œuvre de ses aïeux, rebâtir un État tout-puissant à la mesure de l'Empire romain. Mais tout ceci n'est jamais arrivé. En 886, un petit grain de sable va décider de l'issue du siège de Paris et permettre la survie du royaume franc. Notre histoire n'est qu'une suite d'événements incroyables. Chacun de nous peut en changer le cours. La plus infime de nos décisions peut influencer l'avenir de l'humanité. Et connaître le passé, c'est anticiper l'avenir. Vous écoutez L'Effet Papillon quand l'histoire bascule, Vikings à l'assaut de l'Empire franc. 8 juin 793. Le paisible monastère de Lindisfarne est la cible d'un raid mené par des hommes du Nord, les Vikings. 24 novembre 885. Plusieurs centaines de navires de guerre vikings arrivent en vue de la ville de Paris. 911. Rollon, puissant chef viking, se voit accorder des terres en Normandie par le roi des Francs. Ces 3 événements intimement liés sont des moments clés de la période d'incursion scandinave en Europe, plus connue sous l'appellation Âge viking. Printemps 507. Bataille de Vouillé. Clovis, roi des Francs, vient d'écraser l'armée des Visigoths. Le roi guerrier est en train de conquérir la Gaule entière. 30 ans auparavant, à la fin de l'Empire romain d'Occident, de nombreux peuples germaniques ont pris le contrôle des anciennes provinces impériales. Parmi eux, les Francs se sont montrés particulièrement déterminés. Païens, ils se convertissent au christianisme sous l'impulsion du roi Clovis. Cette conversion rend plus facile leur intégration aux élites gallo-romaines, profondément chrétiennes. 2 siècles plus tard, leur royaume s'étend de la mer du Nord à la Méditerranée. En 768, Charles Ier est couronné roi des Francs. Homme politique hors pair et excellent chef de guerre, son règne est une longue série de conquêtes. Rapidement, il domine l'Europe de l'Ouest. Son royaume se transforme en empire. Charles Ier devient Charles le Grand. En latin, Carolus Magnus Charlemagne. L'Empire est réorganisé en profondeur. De nombreuses réformes administratives consolident le pouvoir, le savoir antique rayonne à nouveau. Lorsqu'en 800, à Rome, le pape le couronne empereur, c'est toute la grandeur romaine qui semble ressusciter. Les Francs, autrefois païens, sont devenus les protecteurs de la chrétienté. Au sommet de sa puissance, l'Empire carolingien est invincible. Personne ne semble en mesure de le défier. Bienvenue dans la mémoire de l'humanité. Tous les événements de notre histoire, aussi infimes soient-ils, y sont mémorisés et interconnectés. Il suffit d'en changer un pour bouleverser tous les autres. Ici, nous pouvons contrôler le temps, analyser et comparer des milliards d'événements pour réécrire l'histoire à l'infini. Les Francs n'étaient pas inconnus des Romains, bien au contraire. Peuple germanique, ils émigrent massivement dans l'Empire romain au IIIe siècle lors de l'épisode des Grandes Migrations. Si les Romains commencent par les combattre, ils finissent par leur donner le statut de peuple fédéré. En échange d'un territoire au sein de l'Empire,
les Francs s'engagent à le servir et le défendre en cas de nouvelles invasions. D'envahisseurs, ils sont devenus de fidèles défenseurs. À la chute de l'Empire, les Francs conservent les vestiges de l'administration impériale et adoptent les coutumes gallo-romaines. Les deux sociétés fusionnent pour devenir quelque chose de nouveau. 8 juin 793. Monastère de Lindisfarne, au large de l'Angleterre. Surgit de la brume à bord d'étranges navires, une bande de guerriers vient de commettre le sacrilège d'attaquer des hommes d'église. Ils repartiront bientôt, les bras chargés de leur butin, après avoir profané le sol sacré du monastère et dépouillé ses autels de leurs ornements. Pour les royaumes d'Europe, cette attaque est de triste augure. Elle annonce une nouvelle époque, un nouvel âge, celui des Vikings. La Scandinavie, cet immense territoire qui se perd dans les glaces du cercle polaire, a été progressivement colonisé par des populations germaniques. Les nombreuses rivières se déversant dans de profonds fjords ont très tôt vu émerger une importante culture maritime. Fin du 8e siècle, des ports de commerce apparaissent. Peaux de phoque, défense de morses et esclaves sont des monnaies d'échange. Les relations avec les royaumes d'Europe se développent. Ce territoire, très morcelé, a vu l'émergence d'une structure politique particulière. La société scandinave s'est construite autour de chefs charismatiques. Se battre avec bravoure et couvrir ses hommes de richesse, voilà ce qu'attendent les Vikings de leurs chefs. La nature même de ce fonctionnement implique une forte compétitivité et est souvent source d'instabilité. Au IXe siècle, nombre d'entre eux décident de forcer le destin et se lancent dans de périlleuses expéditions maritimes pour chercher fortune et gloire. C'est ainsi que des Scandinaves partis vers l'Est à la recherche de nouvelles routes commerciales descendront les fleuves et arriveront à Constantinople ou à Bagdad. D'autres, appelés Rousses, seront à l'origine de la future Russie. En 870, d'autres expéditions colonisent l'Islande, puis le Groenland. Certains d'entre eux iront même jusqu'à Terre-Neuve, en Amérique du Nord, 500 ans avant Christophe Colomb. Progressivement, ces explorateurs opportunistes se rendent compte des faiblesses des royaumes d'Europe occidentale. Les armées ne peuvent pas protéger tout le territoire. Les riches monastères sont totalement dépourvus de défense. Pour ces aventuriers, il n'en faut pas plus pour basculer du commerce au pillage. Coureur des mers. Dans l'imagerie populaire, le mot viking désigne des pillards sanguinaires. Pourtant, en ancien scandinave, le mot féminin viking désigne une expédition maritime menée pour s'enrichir. Il ne désigne donc pas un peuple, mais une activité. On ne naît pas viking, on le devient en participant à une expédition, tout comme on devient pirate en s'adonnant à la piraterie. Un viking peut tout aussi bien être un artisan qu'un combattant, un pêcheur ou un riche propriétaire terrien. De même, le mot drakkar, couramment utilisé pour désigner les bateaux vikings, est une invention du XIXe siècle. Les Scandinaves parlent, eux, de langskip, qui signifie long navire. D'une capacité moyenne de 70 hommes armés, ces navires à fond plat dotés de bancs de rameurs, à la fois légers et solides, pouvaient remonter les eaux peu profondes de n'importe quel fleuve et même être portés d'une rivière à l'autre. Dotés d'une grande voile robuste, ils permettaient à ces excellents marins d'affronter la fureur de l'océan.
C'est essentiellement de leurs bateaux que les Vikings tiraient leur force, vitesse et effet de surprise. Sur les eaux, ils étaient insaisissables. Tapis au fond de leur bateau, après avoir furtivement remonté le cours d'une rivière dans la brume matinale, les guerriers vikings attendent le signal de leur chef. Personne au village n'a vu le bateau approcher. Ces diables païens semblent sortis tout droit de l'enfer. Les cloches sonnent l'alarme à tout rompre, mais il est déjà trop tard. Utilisant les fleuves pour se déplacer rapidement, des petits groupes de guerriers lancent des raids en profondeur dans des royaumes mal préparés. Le temps que les secours arrivent, les bandes de Vikings sont déjà reparties, emmenant avec eux butins et prisonniers en quête d'une nouvelle proie facile. Le fléau scandinave s'abat sur les royaumes saxons de Grande-Bretagne. Ils accostent en Irlande, se lancent à l'assaut des côtes franques. Partout où il y a des richesses mal défendues, on voit surgir les hommes du Nord. Dès les premières incursions, Charlemagne réagit en dotant l'Empire d'un système de défense des côtes. Le maître de l'Europe n'a pas peur des pillards. Il les attend, arme à la main. Son fils, Louis le Pieux, maintiendra les défenses de son père durant de longues années. Mais à sa mort en 840, l'Empire franc est divisé. La loi franque veut que le royaume soit partagé entre les fils du défunt roi. Pour l'immense empire franc, s'ouvre alors une longue et difficile période de troubles. Les nombreux conflits entre prétendants à la couronne affaiblissent le pouvoir central. Divisée, l'autorité impériale perd de sa puissance. Une aubaine pour les Vikings, qui voient les défenses mises en place par Charlemagne tomber, lentement mais inexorablement, à l'abandon. Désunis, l'Empire est fragile. Les meutes nordiques vont saisir leur chance et se jeter sur la bête malade. Les fleuves conduisent les Vikings aux grandes villes franques, Rouen et pillées, puis Nantes, Toulouse. Les chefs vikings prennent de l'assurance, organisent de véritables campagnes de pillage, installent des camps aux embouchures des fleuves, ne prennent même plus la peine de rentrer chez eux pour hiverner. La situation est grave. Chaque jour qui passe, l'impunité les pousse à s'attaquer à des cibles de plus en plus grosses. Même Aix-la-Chapelle, l'ancienne capitale de Charlemagne, sera à son tour pillée et ravagée. En 845, les 120 navires du chef Ragnar remontent la Seine sans rencontrer de résistance et attaquent Paris. Une forte rançon de 7000 livres d'argent est versée pour acheter leur départ. La stratégie, pratique à court terme, encourage cependant les Vikings à revenir. En Angleterre, la situation est bien pire. Une gigantesque armée danoise est allée jusqu'à s'y créer un royaume. Les hommes du Nord se sont infiltrés jusqu'au cœur de l'Europe. Personne n'est invincible. Basée sur sa flotte, toute la stratégie viking repose sur la vitesse, la surprise, la peur et l'audace. Les chefs de guerre évitent généralement la bataille rangée. Les puissantes armées franques, moins mobiles, arrivent souvent trop tard et ne peuvent que contempler, impuissantes, l'étendue des dégâts. Elles ne peuvent pas être partout en même temps. Les Vikings, si. La seule défense efficace contre ces raids s'avère être la fortification des villes. Mais laissées à l'abandon suite à plusieurs siècles consécutifs de paix, les murailles de l'époque romaine sont en ruine. Dès le milieu du IXe siècle, d'importants efforts sont faits pour relever les remparts, bâtir de nouveaux forts. Parallèlement, des barrages fortifiés sont construits en travers des fleuves pour empêcher les navires vikings de pénétrer les terres. Barrant la Seine,
le pont de l'Arche est le plus impressionnant de tous. Construit en 15 ans, il empêche toute pénétration viking et protège l'arrière-pays pendant de nombreuses années. Mais tout ouvrage fortifié dépend aussi de la qualité et du nombre de ses défenseurs. « 885, barrage naval du pont de l'Arche. Plusieurs centaines de navires. La Seine en est couverte. À leur bord, des dizaines de chefs vikings ont réuni leurs forces pour former une armée redoutable. Les quelques gardes-francs ne peuvent rien faire, pas plus que les diverses fortifications qui mènent à Paris. Pour les chefs vikings, Paris n'est qu'une étape. L'objectif principal est la Bourgogne, dont ils comptent piller les richesses. Mais lorsque l'armée du Nord arrive devant la cité, quelque chose a changé. Les antiques murailles romaines, laissées à l'abandon depuis des siècles, ont été relevées et consolidées. Sur le fleuve, 2 ponts fortifiés leur barrent le passage. La ville s'est retranchée sur l'île de la Cité, cœur de la défense. Les remparts sont défendus, les portes restent closes. Les Parisiens, commandés par le comte Eudes, sont décidés à se battre. Bloquée sur sa route vers la Bourgogne, l'expédition viking se voit obligée de forcer le passage et d'assiéger la ville. Aussitôt, les guerriers nordiques s'attaquent à la puissante tour défendant l'accès au grand pont. L'assaut est brutal, mais la foule viking se brise sur les défenses, croule sous les projectiles, s'effondre sous le tranchant des épées franques. La force brute ne suffira pas. Les chefs vikings comprennent qu'ils doivent se préparer à un long siège et font construire béliers et catapultes. Des groupes mobiles sont lâchés dans la région environnante pour récupérer vivres et fourrages. Les premières neiges ne vont pas tarder. Les assauts, toujours plus violents, se succèdent sur la tour. En vain. L'hiver s'installe. La défense du comte Eudes se révèle d'une redoutable efficacité. Les Vikings sont empêtrés dans un type de combat qu'ils ne maîtrisent pas. Début février, les attaquants profitent d'une crue de la Seine pour prendre les défenses du Petit Pont, massacrant sa garnison jusqu'au dernier homme. L'étau se resserre. Il faut en finir. Attaquant de tous les côtés, les Vikings lancent un assaut généralisé. C'est une lutte à mort. De partout, les défenseurs tiennent bon et envoient les fils d'Odin rejoindre le Valhalla. Mais Eudes sait qu'il ne peut pas tenir indéfiniment. Au mois de mai, il traverse discrètement les lignes vikings pour aller chercher des renforts auprès de l'empereur Charles III. Lorsqu'il revient devant la cité, les Vikings lui barrent le chemin. Si Eudes ne parvient pas à franchir les portes et rentrer dans Paris, les défenseurs risquent de perdre espoir et de fléchir. Il n'a pas le choix. Entouré de ses hommes, il charge droit sur l'ennemi. Après une furieuse mêlée, il parvient à rejoindre la cité. En automne, après presque 1 an de siège, l'armée impériale arrive enfin à Paris. À sa tête, Charles III. Mais la bataille espérée ne viendra pas. Charles préfère négocier et offre un tribut et le libre passage sur le fleuve en échange de la levée du siège. L'empereur vient de livrer la Bourgogne aux Vikings. Nous venons d'arriver à un point de divergence. Un point de divergence est un événement clé, un carrefour dans notre histoire où notre monde peut basculer d'un côté ou de l'autre. Charles III, déjà affaibli par les conflits internes, sort totalement discrédité du siège.
Il a cédé face aux envahisseurs, rendant inutiles tous les sacrifices endurés par les défenseurs de Paris. En 887, malade, il est destitué. Pour régner sur la Francie, les grands du royaume choisissent le héros de la défense de Paris, le comte Eudes, qui devient roi des Francs. Si Eudes n'avait pas survécu au siège, notamment lors de son retour héroïque, la ville de Paris serait certainement tombée aux mains des Vikings. Privé d'un défenseur énergique, le royaume de Francie occidentale aurait probablement sombré dans les intrigues politiques et les conflits de pouvoir qui le rongeaient. Son territoire divisé, à la merci des bandes de pillards nordiques, serait devenu une proie facile. Affaiblis, incapables de remplir leur rôle de protecteurs du royaume, les rois de Francie auraient certainement été définitivement chassés du trône. On peut même imaginer une annexion pure et simple par son puissant voisin, le royaume de Germanie. Le royaume de France aurait pu ne jamais voir le jour. « 911. Rollon, chef viking, reçoit la région de Rouen des mains même du roi des Francs. En contrepartie, il doit se faire baptiser, jurer fidélité au roi et s'engager à protéger le royaume. Le chef de guerre, après avoir participé au grand siège de Paris quelques années auparavant, se retrouve maintenant défenseur du royaume. Ces nouvelles terres, que l'on appellera Normandie, le pays des hommes du Nord, sont stratégiquement situées à l'embouchure de la Seine, sur la route des incursions. Au prix d'une partie de son territoire, le roi des Francs offre un bouclier à son royaume. Des Vikings pour se protéger d'autres Vikings. La manœuvre est osée, mais va très vite se révéler payante. Car comme les Francs des siècles auparavant, les Scandinaves ont tout intérêt à s'intégrer. Le pouvoir franc structuré leur permet de s'installer durablement et de jeter les bases d'un État fort. Rapidement, ils adoptent mœurs et coutumes franques. Bientôt, ils ne parlent plus le scandinave et adoptent le français. Progressivement, ils embrassent la religion de l'Empire et se convertissent au christianisme. Dans le cœur des hommes du Nord, les dieux comme Thor et Odin laissent la place au Christ. Bientôt, le comté s'agrandit et devient un duché. Le savant mélange entre l'administration franque et l'autorité scandinave fait progressivement du duché de Normandie l'une des principautés les plus puissantes et les plus prospères du royaume. Et ce n'est qu'un début. 14 octobre 1066, non loin du village d'Hastings, Angleterre. Un descendant de Rollon, Guillaume II, que l'on appellera bientôt simplement Guillaume le Conquérant, vient défier le roi des Saxons sur son propre sol. À la fin de la journée, il sera maître du champ de bataille et du royaume. Guillaume II, duc de Normandie, descendant d'un chef de bande viking ayant un jour menacé Paris, deviendra roi d'Angleterre. Mais ceci est une autre histoire. Le phénomène viking prend fin au milieu du XIe siècle. En un peu plus de 200 ans, ils auront laissé une trace indélébile dans l'histoire, une empreinte vivace dans l'imagerie populaire et des conséquences politiques majeures. Bravant les plus puissants royaumes de leur époque, ils ont su voir les faiblesses de leurs ennemis et déployer leur formidable capacité d'adaptation pour faire trembler le monde occidental. Profitant d'une période troublée, ils ont joué un rôle certain dans le déclin du formidable empire carolingien. Mais le fait le plus remarquable, du duché de Normandie à la Russie médiévale, a été la capacité des Vikings à s'intégrer, n'hésitant pas à se convertir au christianisme et à adopter une nouvelle langue. Malgré la violence des premières expéditions, ils ont su s'adapter pour fusionner avec les sociétés locales, comme les Francs avaient réussi à le faire de nombreux siècles avant eux. En s'ouvrant à l'autre,
ils ont pu se forger un avenir commun. Vous venez d'écouter L'effet papillon quand l'histoire bascule. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. L'effet papillon quand l'histoire bascule est une série de podcasts coproduite par Initial Studio, Madfilm et Triary Prod, adaptée de la série documentaire audiovisuelle Point de repère, coproduite par Madfilm et Triary Prod, créée par Pierre Lergenmüller et Jean Marc, et écrite et réalisée par Pierre Lergenmüller, avec les voix de Michel Roy et Karine Pinotto. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Alix Martineau.